France Culture. L'esprit d'ouverture. Sans oser le demander. Géraldine Mosna-Savoie. Ce mercredi, on met un pull et on boit chaud. Alors que l'inquiétude grandit face à la crise énergétique et que les membres du gouvernement se sont mis au polaire, plongés dans l'histoire du chauffage. A-t-on toujours eu peur d'avoir froid ? Feu de bois et chauffage à 19 degrés, quelle stratégie a-t-on mis en place pour y faire face ? Sans oser le demander, ce mercredi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. En partenariat avec le hors-série Proust de l'Obs. Suite des matins à 7h42. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Alors que les villes ukrainiennes sont de nouveau sous le feu russe depuis lundi, un nouveau cap militaire et idéologique semble avoir été franchi par Vladimir Poutine après la destruction du pont de Crimée, un symbole de l'impérialisme russe construit en 2014. Le Kremlin a engagé des représailles véhémentes, déjà qualifiées par les puissances occidentales de crimes de guerre. Cette escalade illustre-t-elle un changement de stratégie russe ou est-elle un aveu de faiblesse de la part d'un dirigeant qui, aujourd'hui, n'a plus véritablement d'échappatoire? Bonjour Christine Dugouin-Clément. Bonjour. Vous êtes analyste géopolitique au sein du think tank Cap Europe et chercheuse associée à la chaire Risque du laboratoire de recherche IAE de la Sorbonne Business School de Paris. Que peut-on dire sur cette nouvelle offensive russe ? Il y a beaucoup de choses à en dire. Alors, ce que l'on voit, c'est que sur le terrain, les forces russes étaient à la peine, puisque l'armée ukrainienne a repris l'initiative, a réussi à regrignoter du territoire préalablement occupé, et que la Russie a été obligée d'accélérer quelque part le mouvement. C'est ce qui a été fait avec les référendums qui ont été menés de manière assez ubuesque et en complète illégalité sur les territoires de l'Est. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a un tel débordement des forces russes dans l'immédiat que la stratégie a changé et qu'on est sur un bombardement massif de grande ampleur qui a une visée multiple. Tout d'abord, affaiblir bien évidemment les Ukrainiens, dispatcher les forces, les diviser sur différents points, aussi bien pour répondre et pour protéger que pour essayer de récupérer les dommages. C'est aussi une pression que l'on met sur les Occidentaux, avec les discours qui ont été prononcés notamment par le président Poutine, en expliquant que maintenant ces territoires étaient là aussi, en réagitant le spectre de la co-belligérance, voire de l'arme nucléaire. Donc on a tout ça qui joue, qui est, cela dit, en ligne avec toute la rhétorique moscovite depuis le début, si vous voulez. Et on a aussi une réponse à la destruction, vous en parliez, du pont sur le détroit de Kertch, qui était extrêmement symbolique pour la Russie et qui était aussi très stratégique. Pourquoi symbolique ? Eh bien parce que c'était le symbole de l'annexion de la Crimée, qui est fêté tous les ans. Alors, rappelons que ce pont avait été construit tout de même de manière illégale, sur un territoire annexé de manière lui aussi illégale, et qu'il permettait d'acheminer énormément de matériaux et de différentes denrées sur la péninsule de Crimée. Sa destruction serait-elle partielle ? Va avoir un impact stratégique très fort et va devoir forcer la Russie à réaxer sa stratégie, notamment sur Mykolaïev. Que sait-on justement sur cette destruction ? Est-il acquis aujourd'hui ? Quel est le fait des Ukrainiens, Christine Dugouin-Clément ? Il est extrêmement logique que ce soit du fait des Ukrainiens, pour les différentes raisons que je vous ai données. Alors, il y a une charge symbolique, et puis stratégiquement, c'est extrêmement important. Il faut se méfier, je pense, des discours que l'on peut avoir, qui ont tendance à dire qu'il faudrait tempérer la Russie, chose que l'on entend encore. Alors, ça correspond à une stratégie russe qui rentre dans ce qu'on appelle la heavy metal diplomatie des 4D. Et heavy metal, alors là, il va falloir que vous m'expliquiez ce que c'est. Alors, c'est un concept qui a été développé par un chercheur qui s'appelle Marc Galeotti et qui explique que finalement, la Russie, dans ses échanges, y compris diplomatiques, va mettre en avant de manière quasi systémique sa puissance militaire, voire nucléaire. Donc, un discours extrêmement belliciste. Et que, il y a plusieurs finalités à cela. Ça peut être diviser déjà son auditoire. Alors, on le voit avec l'Union européenne, où il y a tout un travail de division entre les différents États membres. Cette division a pour effet d'affaiblir les prises de décision et potentiellement le soutien à l'Ukraine. De faire de la distraction, c'est-à-dire que pendant qu'on vous montre quelque chose, c'est un peu le prestidigitateur qui vous montre la main droite, et pendant ce temps-là, la main gauche fait ce qu'elle veut. Et vous avez aussi tout un aspect qui est de faire craindre, si vous voulez, les potentielles conséquences
de ce que l'on pourrait avoir. C'est exactement ce que je vous dis quand on est dans un discours, par exemple, attention, ne fâchons pas la Russie. Là, on est vraiment dans cet élément-là et la Russie en joue alors que elle n'est pas légitime et qu'elle a, rappelons-le, démarré de manière unilatérale une opération militaire de grande échelle d'invasion. Alors, parmi les décisions importantes de Vladimir Poutine, le fait qu'il vient de nommer à la tête de sa guerre d'Ukraine Sourovikine, qui est un homme tristement célèbre. En 1991, il avait fait tirer sur les manifestants venus soutenir Gorbatchev lors d'une tentative de coup d'État. Ensuite, il s'est illustré en Tchétchénie, puis en Syrie. La personnalité de cet homme, ses œuvres passées font dire que Poutine aurait cédé ou se serait aligné avec les faucons à Moscou. Qu'en pensez-vous ? Alors, il est évident qu'il y a une pression assez forte de toute une frange de la Russie, qu'on appelle donc les faucons, les hyper-conservateurs, qui auraient tendance à trouver que Vladimir Poutine a une position molle, même si ça peut nous paraître étonnant, vu de l'Occident et vu de Paris. Cela dit, pour revenir sur les profils, notamment des généraux qui sont employés, il faut tout de même rappeler que la Russie, dans ses opérations militaires qu'elle a pu déployer depuis la Tchétchénie, est régulièrement reconnue pour mettre en place des opérations qui sont en contradiction complète avec les droits de l'homme. On l'a vu en Tchétchénie, certaines opérations en Syrie ont fait aussi l'objet de rappels réguliers, ce qui veut dire que tous les officiers de carrière qui auront été peu ou prou impactés et déployés dans ces opérations risquent d'avoir ce type de réputation qui n'est d'ailleurs pas usurpée puisqu'elle fait l'objet de preuves et de traçabilité, notamment auprès des instances internationales. Vous voulez dire que Sourovikine n'est peut-être pas finalement pire qu'un autre ou que c'est un général lambda parmi les différents responsables militaires russes ? Alors, il est assez représentatif et je pense qu'il faut garder à l'esprit que même la Russie et les Russes ont une relation à leur armée qui est extrêmement particulière. Il y a en même temps une extrême fierté. Vous allez avoir des poussettes qui sont un petit peu décorées en forme de char. On emmène les enfants lors des défilés militaires. Mais quand vous avez les conscriptions, donc les 2 conscriptions annuelles, d'ailleurs nous sommes en période de conscription d'automne, qui s'arrêtera donc en décembre, qui a démarré le 1er octobre, eh bien il est d'usage pour ceux qui le peuvent d'essayer d'échapper à la conscription. Alors soit par des pratiques de corruption, soit en reprenant des études, en étant blessé, enfin toutes les méthodes que vous pouvez avoir, notamment dans les tranches relativement aisées, qui sont d'ailleurs celles qui sont particulièrement impactées à l'heure actuelle par cette mobilisation partielle. Ça a été à un tel point qu'il y avait eu des mouvements de mères de soldats, je vous renverrai aux travaux de Anna Colin-Lebedev, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui dans les années 90 avait fait remonter les maltraitances dont étaient victimes les militaires et les appelés. Donc quelque part, la violence même intrinsèque de l'armée russe est évidemment qu'elle va appliquer sur les terrains d'opération est connue de longue date. Mais alors, ça veut dire que finalement, ces faucons, on les voit en Occident, mais ils auraient finalement une faible consistance en Russie, parce qu'il y aurait une homogénéité de la doctrine militaire russe, en tout cas autour de Vladimir Poutine aujourd'hui, selon vous ? Alors, je pense qu'il faut pas avoir une vision limitative de leur effet et de l'influence qu'ils peuvent avoir. C'est un des points qui était d'ailleurs assez important quand il y avait eu la tentative d'assassinat sur Alexandre Douguine qui avait raté et qui avait atteint sa fille. Eh bien, ça avait eu un impact assez fort chez ces partis extrêmement conservateurs, puisque si vous voulez avoir un pouvoir qui agite la crainte pour pouvoir s'asseoir, ça marche tant que vous êtes en capacité d'assurer la sécurité de vos concitoyens. Oui, peut-être faut-il justement rappeler, Christiane Dugouin-Clément, que Douguine est justement l'un des personnage identifié comme étant l'un de ces faucons. Alors oui, parce que c'était l'un des tenants du mouvement eurasiatique, qui est un mouvement très vaste, qui a repris son essor dans les années 90. Donc il était un des représentants au milieu d'autres, dans un marché idéologique qu'on pourrait qualifier d'extrêmement compétitif, si vous me le permettez, dans ce volet-là. Mais il était connu de tous, alors qui adhérait plus ou moins à son approche, mais néanmoins il faisait partie d'un paysage connu, et le fait qu'il soit l'objet d'un attentat, eh bien, pouvait avoir simplement comme effet une réaction de dire mais si lui peut être atteint, nous aussi, même si encore aujourd'hui, eh bien, les auteurs et les motivations de cette attaque restent encore floues. Alors d'après le New York Times, là, il s'agirait des services secrets ukrainiens
Alors, c'est ce qui a été dit, mais jusque-là, on n'a rien de confirmé ni dans un sens ni dans l'autre. Et dans ce genre d'affaires et dans ce genre de contexte, en règle générale, si on a la réalité du dessous des cartes, on les a dans un temps relativement long. Parce que ça, c'est l'enquête ultime. Et il y avait eu d'autres thèses, une thèse notamment qui expliquait que c'était Vladimir Poutine qui tentait de s'en prendre aux faucons parce qu'il souhaitait modérer leurs ardeurs dans ce contexte-là. Je ne suis pas persuadée de la réalité de cette théorie-là, justement parce que vous avez probablement un effet boomerang, en fait, que vous allez pouvoir recréer, c'est-à-dire, quelque part, une remobilisation de ces tranches de population-là, avec potentiellement eh bien, une remontée au créneau en expliquant que si cela est arrivé, c'est parce qu'il y a des failles de sécurité au niveau du pays et que peut-être Vladimir Poutine, y compris en interne, ne met pas les lignes rouges au bon endroit. Donc un effet qu'on aurait pu avoir d'un point de vue interne aurait été finalement une augmentation, alors que ce soit en fréquence ou en amplitude, eh bien, de discussions ou de conflits politiques. Et ce n'est pas quelque chose que le Kremlin gère très très bien. Lundi, je l'ai dit, les Russes ont envoyé une pluie de missiles sur l'Ukraine, 150 missiles tirés sur tout le territoire, alors sur les villes notamment de Dnipro, Jitomir, Ternopil, mais aussi et surtout sur le plan symbolique sur Kiev. Ces missiles ont fait 19 morts et plus de 150 blessés. Du point de vue stratégique, qu'est-ce que l'on peut dire sur cette offensive ? Alors, il y a eu vraiment plusieurs phases. Et au début du conflit, on a vu qu'il y avait, notamment sur les territoires de l'Est, avant Mariupol, puisque la ville résistait, mais une tentative de ne pas tout détruire pour pouvoir récupérer les infrastructures. Quand vous voulez récupérer un territoire, eh bien, ça vous revient moins cher de pouvoir avoir un outil de production à peu près en état que de l'avoir détruit et de devoir le reconstruire. Quand il y a une résistance et qu'on n'y arrive pas, et que ça devient aussi trop coûteux d'un point de vue humain, eh bien vous passez à quelque chose qui est du déroulé du tapis de bombe. Donc ce que l'on a vu à Mariupol et dans d'autres villes, et ce que l'on voit là et qui s'étend sur tout le territoire. Parce que vous avez parlé de la capitale, mais si vous prenez une carte, c'est le territoire entier de l'Ukraine qui est visé et qui fait l'objet de cette offensive-là. Ça s'accompagne aussi de déclarations par la Biélorussie en disant qu'ils vont s'engager aux côtés de la Russie dans ce conflit. Et là encore, la raison qui est donnée serait pour se prémunir de l'imminence d'une attaque ukrainienne sur le territoire biélorusse. Alors, il y a eu des exercices et il y a un système de protection déployé par les Ukrainiens du côté de la Biélorussie, mais pour des raisons évidentes, c'est que depuis le début du conflit, le président Loukachenko est très proche du président Poutine et autorise notamment que des drones partent depuis son territoire, que des troupes soient acheminées. Donc c'est une des craintes logiques de suite du conflit que la Biélorussie s'implique. Donc évidemment, il y avait un minimum d'hommes posés. Mais on voit bien que l'effort militaire ukrainien est quand même beaucoup plus posé sur la reconquête des territoires occupés, et on les voit mal aller rediviser des forces qui sont comptées pour aller déclencher une offensive avec la Biélorussie. Donc on est là encore dans la droite ligne de la rhétorique. Rappelez-vous, en février, la Russie, quand elle a déclenché ce qu'elle continue d'appeler une opération spéciale, a justifié qu'elle le faisait quasiment contrainte forcée. Mais aujourd'hui, ces missiles, donc 150 missiles qui ont été tirés, à quoi servent-ils sur le plan stratégique ? Alors sur le plan stratégique, vous allez essayer de désorganiser les forces, vous allez mettre aussi tout simplement de la pression et de la terreur sur toute une société civile qui est extrêmement active, qui soutient son armée ukrainienne. Il y a eu une déclaration sur la chaîne Telegram de Medvedev, donc l'ancien président, en expliquant que de toute façon, ils étaient dans une guerre totale. Un ancien commissaire auprès des droits de l'homme en Russie a expliqué que même les plombiers participaient à l'effort de guerre puisqu'ils soutenaient. Donc en fait, il vous explique qu'un civil n'est clairement plus un civil, donc devient techniquement une cible. Et en faisant ça, vous mettez aussi une pression sur les alliés dont l'Ukraine dépend, notamment pour la fourniture d'armes, en disant attention, on passe sur une strate beaucoup plus large. Vous avez touché la Russie et le territoire de la Russie, encore une fois dans la rhétorique de Moscou, attention à ne pas faire l'objet d'une contamination. La Russie a-t-elle les moyens, justement, de cette strate plus large ? Peut-elle poursuivre ses opérations longtemps ? Je parle par exemple des tirs de missiles.
Alors, c'est une des vraies questions. La Russie a passé, juste avant l'été, un texte notamment qui est passé relativement inaperçu, qui ne parle pas d'une économie de guerre, mais qui, dans les faits, permet la mise en place d'une économie de guerre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir rappeler les travailleurs dans une entreprise 2 jours de nuit, de vacances, de week-end, peu importe. Vous allez pouvoir passer au-delà des marchés publics et vous allez pouvoir saisir sur les sociétés privées ce qui serait nécessaire pour l'État. Donc, on est clairement dans ce qui est mis en place dans un effort de guerre. Il va y avoir une probable concentration de la force russe et de l'économie russe pour soutenir cet effort-là, puisque maintenant qu'on a fait ces référendums, eh bien, il y a une différence très nette qui est faite entre être russe ou ne pas être russe. On a parlé aussi beaucoup de ce qu'on appelait les refusniks, c'est-à-dire que tous ces Russes qui ont fui le territoire de la Fédération pour ne pas faire l'objet de la mobilisation partielle. Alors, c'est un bon signal, certes, mais ça veut dire aussi que beaucoup de ceux qui sont restés, soit n'ont pas pu quitter, soit quelque part ne sont pas forcément en complet désaccord avec la politique de Moscou. Donc, ça permet de pouvoir rentrer dans cette dialectique-là et ils ont réaxé un petit peu leur outil. Après, la question est toujours la même. Pour que, finalement, un complexe militaire et des capacités militaires puissent s'exprimer pleinement, elles vont dépendre du contexte, de la capacité d'opération des forces et des sacrifices que vous êtes prêts à faire. Si vous êtes en capacité de dire que vous sacrifiez tout pour soutenir cet effort et que vous trouvez des solutions sur le long terme, puisqu'on n'en est pas encore là, alternatives de fourniture, eh bien, ça peut durer un certain temps, surtout, il peut y avoir un enjeu qui est de là faire un petit peu, si vous l'appelez, du choc et de la terreur, c'est-à-dire un effet de saisissement, freiner l'avancée ukrainienne, comme je le disais, notamment en divisant les forces, et essayer d'attendre que l'hiver vienne pour un petit peu avoir le temps de reconstituer des stocks, de former les nouvelles recrues et d'espérer de pouvoir beaucoup plus se jouer sur les divisions, tant occidentales, pour des éléments contextuels, montée des prix, potentiellement changement de gouvernance, et des Occidentaux pour reprendre un ascendant. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas retourner le discours ? Parce que la mobilisation, elle constitue un choc pour la société russe pour les raisons que vous évoquez. A-t-elle des effets immédiats sur le plan militaire, sachant qu'on a affaire à une population qui n'est pas forcément formée, qui manque peut-être d'armement ? Dans un premier temps, on va avoir beaucoup ce que l'on appelle souvent du stop-loss, c'est-à-dire de boucher un petit peu les trous en ramenant effectivement une grosse marée humaine, mais qui, quelque part, n'aura pas les compétences nécessaires. C'est pour ça que le temps de pouvoir former ces gens-là, il va falloir au moins quelques mois. Un des autres problèmes, ça va être de les équiper. Là, il y a eu pas mal d'éléments montrant notamment qu'au niveau des radiotransmissions, ces nouvelles recrues ont eu des matériaux qui dataient des années 80. Donc vous imaginez ce que ça peut donner sur le terrain. Le but étant à peu près d'arriver à gagner du temps pour pouvoir avoir cette espèce de bascule, donc déjà bloquer les éléments, potentiellement parier sur un ralentissement ukrainien et y aller. Et puis le dernier point que vous avez évité, c'est que oui, il y a maintenant, et c'est vrai, la peur est rentrée dans la population russe par rapport à cette mobilisation, et la question c'est combien de temps est-ce que ça peut tenir et combien de temps la population suivrait le pouvoir. Christine Dugouin-Clément, vous êtes chercheuse et analyste géopolitique. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Vous serez rejointe par l'historien Pierre Grosser. On évoquera cette fois-ci ce que peut faire un tyran quand il est acculé, puisque c'est aujourd'hui l'une des hypothèses pour Vladimir Poutine. On est en train d'ailleurs de comprendre cela également dans une perspective historique. En attendant, il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et l'on évoque la situation en Ukraine avec, comme vous le savez, une destruction du pont de Crimée qui a été symbole de l'impérialisme russe, un pont construit en 2014, après quoi le Kremlin a engagé des représailles véhémentes, déjà qualifiées par les puissances occidentales de crimes de guerre. On s'interroge donc sur ce qui apparaît comme étant une escalade, mais aussi une escalade qui pourrait révéler finalement des faiblesses de Vladimir Poutine, notamment parce que l'armée russe sur le théâtre des opérations a reculé. Pour en parler, nous sommes en compagnie de la chercheuse et analyste géopolitique Christine Dugouin-Clément et nous accueillons l'historien Pierre Grosser. Bonjour Pierre Grosser. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'histoire des relations internationales et du monde post-guerre froide, membre du Centre d'histoire de Sciences Po. Quel regard portez-vous sur la stratégie de Vladimir Poutine ? Alors le problème, c'est qu'on essaye de deviner cette stratégie parce que
On n'a pas des informations très claires ni de Poutine ni de son entourage. On a vu que la Blitzkrieg, au départ, a échoué, c'est-à-dire de gagner assez rapidement. On peut imaginer que c'était ça l'objectif, un effondrement rapide du régime à Kiev. Que dans un deuxième temps, on a eu l'impression qu'il y avait un espèce d'équilibre qui s'était créé. Ensuite, une contre-attaque et donc plutôt un recul des Russes. Et donc le problème, c'est évidemment de savoir comment est-ce qu'on peut trouver des solutions pour peser sur un règlement, puisque la conquête ou l'effondrement du régime de Kiev est quelque chose de tout à fait inimaginable. Le problème avec les règlements, avec les discussions, et en ce moment ça tourne, on a M. Musk qui nous a gratifié, sans doute après avoir consulté Poutine, d'un espèce de plan de paix très pro-russe, c'est que quand vous êtes en train de perdre, vous êtes en difficulté, vous n'avez pas intérêt à négocier, vous avez intérêt plutôt à essayer de redresser la barre. Mais quand vous êtes en train de gagner de l'autre côté, il n'y a pas de raison non plus de négocier, puisque vous êtes dans un élan relativement positif. Donc là, on est dans cette situation, on n'est pas dans ce que les spécialistes de négociation appellent le tipping point, le moment où finalement tout le monde a plutôt intérêt à négocier. Mais évidemment, le problème, c'est ce que chacun peut mettre sur la table pour peser justement sur l'issue du conflit. Ça veut dire, pardonnez-moi Pierre Grosser, le tipping point, le point de bascule, pas de point de bascule, la mobilisation est un tournant. Alors, je vous laisse nous dire si les tirs d'artillerie, notamment sur Kiev, qui sont intervenus lundi, ont été également un tournant, selon vous. Ce sont des signaux. Je veux dire, le problème en relations internationales et surtout dans un monde nucléaire, c'est que vous faites des signaux. Le problème, c'est que les signaux, ils ne sont pas toujours compris de la même façon par tout le monde, en tout cas par ceux qui les font et par ceux qui pourraient les recevoir. Donc là, il me semble que ce sont essentiellement des signaux, notamment après le pont, la destruction du pont que vous avez évoqué. Donc, pour dire qu'il y a une détermination évidemment de la Russie, qu'elle peut faire des dégâts importants. Ce qu'on dit depuis très longtemps, c'est est-ce qu'il est en train d'attendre pour essayer finalement de renverser la vapeur les élections aux États-Unis, les midterms aux États-Unis, c'est un élément essentiel et on a vu sur les accords pétroliers avec l'Arabie Saoudite que c'est sans doute un moyen aussi de faire pression sur l'opinion américaine qui risque de voir le prix de l'essence augmenter. Donc, vous avez ce type de signal. Deuxième chose, des signaux nucléaires, mais qui sont relativement de faible niveau, pour attendre, encore une fois, ces élections. Et deuxième élément, l'hiver. Donc, savoir est-ce que les Européens, et évidemment, l'actualité que vous avez décrite il y a un instant, peut faire penser, vu de Moscou, que vous avez justement un affaiblissement de l'Europe, des interrogations des opinions publiques européennes, et donc que plus la guerre dure sans recul majeur de la part des troupes russes, puisque là on peut imaginer que la mobilisation amène en gros à tenir correctement le front, mais sans reculer et sans débandade, eh bien à ce moment-là, on a ce fameux hiver. Alors je ne vais pas revenir sur certains mythes sur l'hiver qui aurait permis de gagner toutes les guerres des Russes, mais en tout cas que la durée serait plutôt favorable aux Russes, qui est une durée quand même en gros à court terme, parce qu'on sait que sur 3 ou 4 ans, les sanctions vont avoir un effet dévastateur sur la Russie. Christine Dugouin-Clément. Alors, déjà, peut-être pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, c'est que les sanctions, elles ont déjà un effet fort au niveau de la Russie, en interne. On commence à le sentir, tout du moins. Et comment vous avez notamment des effondrements sur les marchés intérieurs qui ont pu être mesurés à quelque chose comme 20%. Vous avez des chutes sur les réserves de taux de change qui sont assez importantes. Et comme vous avez une difficulté pour aller sur des prêts extérieurs et des investissements directs étrangers qui ont chuté du côté occidental, eh bien évidemment, il faut réorienter les choses. Et il y a des pivots qui sont tentés. Cela dit, tout n'est pas fongible. Notamment, on l'a vu sur les politiques énergétiques, ce qui pose un problème pour tout le monde. Ce sont des politiques de temps long. Et voilà, on a quand même des impacts là-dessus. Mais ce qui est recapitalisé d'un point de vue dialectique par le discours moscovite, en expliquant que justement, on est dans une approche de survie. Et ce qui est assez intéressant, c'est en fait
que vous avez deux discours qui sont menés de manière concomitante. On va parler de l'opération militaire spéciale et d'une approche défensive, d'une approche raisonnée de la part de la Russie qui l'a fait, rappelez-vous au début, dénazifier, limiter un génocide. Et on va parler d'une guerre quand on parle de la position des Occidentaux et de l'OTAN par rapport à la Russie, donc qui est en guerre et qui essaye de détruire la Russie. Donc on a en fait une espèce de dichotomie qui survit dans le discours russe à ce moment-là. Et ce que l'on voit, c'est que effectivement, il y a ce pari, et je vous rejoins, qui est fait sur essayer de gagner du temps, de limiter les pertes, quitte à les limiter plus par de la masse que de la compétence, et que ces bombardements massifs, alors sont certes un signal aussi, puisqu'on est dans une dialectique de dissuasion qui est agitée depuis le tout début. Rappelons-nous, la mise en alerte des forces tactiques, on était encore en février, donc c'était quand même extrêmement tôt, qui vise aussi à essayer de gagner du temps et de diviser sur les soutiens ukrainiens. Bombarder des populations civiles, Pierre Grosser, des villes. Alors, il y a hélas différents exemples dans l'histoire. Cela va depuis le Blitz qui a été infligé à l'Angleterre pendant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à des villes qui ont été rasées par l'armée russe. Je pense par exemple à Grozny en Tchétchénie. Là, on a affaire à des tirs de missiles qui, bien entendu, effraient la population civile, mais sur le plan de la stratégie militaire, n'occupe pas véritablement une place centrale. Quelle analyse peut-on faire? Quelle correspondance historique? Alors, pour ce qui est des bombardements de villes pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut bien voir qu'on en est quand même très très loin. C'est-à-dire que, je ne dis pas qu'il y a eu un peu du progrès dans l'histoire, mais je veux dire, on ne rase plus des villes avec des bombardements de la même manière que l'on l'avait fait pendant la Seconde Guerre mondiale et qu'on a continué à faire pendant notamment la guerre de Corée, où on a pratiquement rasé le nord de la Corée. Aujourd'hui, d'abord, on a des armes qui sont un peu plus précises. Là, en plus, on n'est pas vraiment complètement en guerre. Évidemment, si on avait une destruction totale de villes ukrainiennes, ça serait quelque chose d'assez négatif, je pense, pour l'image de la Russie. Donc, je crois que la comparaison ne peut pas être faite, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, on le sait plus ou moins, mais c'est très difficile à mesurer parce que les questions d'opinion sont complexes, surtout analysées pendant la Seconde Guerre mondiale ou même pendant la guerre de Corée. Mais a priori, les bombardements de ce type sur les civils ont eu plutôt tendance à souder autour de dirigeants et à refuser de se prosterner devant l'envahisseur. C'est ce que l'on dit généralement. C'est ce que l'on dit, mais même, je veux dire, c'est aussi plus compliqué parce que, par exemple, si on reprend la Russie et les effets d'Hiroshima, Nagasaki, on sait aujourd'hui que c'est aussi l'entrée en guerre des Russes, des Soviétiques, qui a amené la capitulation du Japon. Donc c'est assez complexe de savoir exactement quel est l'effet de bombardements massifs. Et encore une fois, la guerre de Corée, on a rasé la Corée du Nord. Bon, alors, il reste quand même que la nomination de Sourovikine, qui est devenu aujourd'hui le militaire responsable pour la Russie de la guerre en Ukraine, ses états de service, hélas, notamment en Tchétchénie, parce qu'en Tchétchénie, les Russes n'ont pas hésité à raser Grozny. Alors là, on est dans une autre question qui est en fait la guerre de contre-insurrection, mais une guerre de contre-insurrection qui se fait à l'intérieur des frontières nationales. C'est très un geste pour la notion de frontière. Non, mais je crois que c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'on réfléchit depuis très longtemps et nous on a réfléchi quand on était au Sahel comme les Américains quand ils étaient en Afghanistan. Voilà, qu'est-ce qui est la meilleure stratégie pour gagner une contre-insurrection. Seul problème, c'est que nous, quand on était au Sahel ou les Américains quand ils étaient en Afghanistan, en gros les populations savent que la présence étrangère va disparaître, que les gens vont repartir. Là, pour l'Ukraine, c'est évidemment une vraie question. Il y a peu de chances que les Russes partent s'ils sont présents durablement. Et deuxième chose, pour la Tchétchénie, on savait très bien que les Russes allaient rester. Et donc, les deux cas où on a de la contre-insurrection qui a été victorieuse, ça a été en fait au Sri Lanka et en Tchétchénie, avec des massacres de populations civiles, des bombardements, enfin une brutalité absolument inouïe, mais qui, d'une façon un peu évidemment cynique, a permis de gagner. Mais là, on était à l'intérieur de la frontière de la Russie. C'est pas tout à fait la même chose, même si on sait que Poutine a une approche des frontières avec l'Ukraine un peu particulière. Christine Dugouin-Clément, vous faites signe de la tête. Alors, pour plusieurs points, donc je vous rejoins complètement sur le fait des insurrections à l'intérieur du pays, mais là, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est que finalement, la partie Est devient le territoire de la Russie, et on commence à repartir mais ils ne visent pas la partie Est. Alors, pour l'instant,
Pour l'instant, ils ne la visent pas sur la partie qui est sous contrôle. Mais on commence à revoir le discours de terroriste qui est employé et qui est même utilisé à l'encontre de la population ukrainienne au sens large. Donc tout cela met en place des éléments qui peuvent dire qu'on aura des capacités de modifier les choses. Sur les bombardements qui sont sur la totalité du territoire, il y a aussi une autre finalité. Alors, en plus d'une division des forces ukrainiennes et des moyens, ne serait-ce que parce qu'il faut pouvoir essayer de reconstruire, de reconduire les blessés, vous avez aussi des infrastructures type électrique qui peuvent être touchées et qui peuvent avoir un impact extrêmement important sur la suite du conflit. C'est-à-dire que si vous avez plus d'électricité et si vous avez beaucoup moins de télécommunications, la manœuvre militaire est très fortement impactée. Et c'était une des raisons d'ailleurs du déploiement de Starlink au début, pour pouvoir avoir une option alternative pour maintenir les communications et notamment les déploiements de drones. Mais alors, à ce sujet, on a aussi dit que finalement les Russes étaient tout aussi distributaires que les Ukrainiens de ces infrastructures de communication, puisque cela a été rappelé à plusieurs reprises. Ces infrastructures de communication, la question logistique qui est déterminante dans les conflits, n'est semble-t-il pas maîtrisée aujourd'hui par l'armée russe. Ils ont effectivement montré depuis le début de ce conflit des manques patents en termes de maintien de leur ligne logistique et de déploiement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vu. Et si on revient sur les télécommunications, un point qui a beaucoup étonné, c'est qu'ils ont très peu utilisé, ou du moins de manière extrêmement peu performante, tout ce qu'on appelle la guerre électronique, qui consiste notamment à brouiller les communications de l'adversaire ou à protéger vos propres communications. Ils ont communiqué beaucoup en clair, ils ont laissé des canaux ouverts, ce qui a été une très grande surprise, puisqu'ils ont normalement des unités qui étaient supposées performantes et qu'ils en avaient considérées, tout à fait, et qu'ils en avaient déployées. Mais des unités qui d'ailleurs avaient été plus efficaces en Syrie, les mêmes sur le terrain et qui n'ont pas été déployées. À quel prix ? À cet endroit-là. À quel prix ont-elles été plus efficaces ? Je veux dire par là qu'un arsenal interdit, je parle des armes chimiques, ont été déployées, qu'il y a eu là aussi une stratégie qui finalement rappelle ce qui a été effectué en Tchétchénie par les Russes. Ils sont intervenus après l'utilisation massive d'armes chimiques en 2013. Donc ils sont intervenus après. Et justement, ils ont plus ou moins négocié, ce qui n'a pas évidemment fonctionné. Mais ils étaient présentés, d'ailleurs en partie avec les Israéliens aussi, comme les négociateurs avec les Syriens pour qu'ils arrêtent d'utiliser l'arme chimique et qui livrent à la communauté internationale les armes chimiques. Mais en fait, la question de la brutalité russe en Syrie, ils avaient l'impression que de toute façon, il n'y aurait pas beaucoup de protestations internationales, et d'ailleurs, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est comme sur la Tchétchénie. Alors, d'un autre côté, c'est quand même très important sur la Tchétchénie de rappeler, pour tous ceux qui disent l'affreuse expansion de l'OTAN, que évidemment, ça a marqué les esprits quand même en 1994, et donc on se posait quand même énormément de questions sur la Russie, et donc est-ce qu'on pouvait accepter que la Russie soit part de la communauté européenne ? Communauté au sens large, pas de l'Union européenne, bien sûr. Christine Dugouin-Clément. Alors, un autre point aussi, c'est pour revenir un petit peu sur cette espèce de discours, comme quoi c'est une puissance raisonnable et une puissance qui travaille finalement à la paix et au bien général. Quand on était... c'est le discours moscovite. Oui, alors je mets bien toutes les guillemets. Je me permettais de hausser un peu les mais vous les avez sourcils. raison, c'est pour ça que je précise bien à chaque fois que l'on est dans l'approche moscovite, avec toutes les guillemets que cela veut dire. On avait retrouvé ça en Syrie, c'est-à-dire ils avaient permis d'être un acteur incontournable qui permettait d'arriver à avoir une approche de pacification de la zone. Rappelez-vous aussi qu'il y avait eu toute une campagne de photographie avec des armes qui étaient emportées par des Sukhoi, donc des avions de chasse, et qui étaient marquées pour Paris, suite aux attentats de Paris. Donc il y avait eu toute cette logique-là, et qu'on est à chaque fois dans cette dialectique-là, d'essayer de dire... donc il y a un décalage qui est complet, et qui essaye aussi d'avoir une division, pas qu'au niveau des Européens. Et je pense qu'il faut pas faire l'erreur d'uniquement regarder la perception qu'on a d'un point de vue occidental. Le fait que la Russie ait demandé qu'il y ait un vote à bulletin secret au niveau de l'ONU concernant les annexions était aussi de donner la possibilité à des pays qui ont une voix de pouvoir soit s'abstenir, soit voter pour, sans risquer d'avoir un effet de pression occidentale. Donc il y a tout ce jeu-là aussi qui dépasse les simples frontières ukrainiennes et la relation avec les Occidentaux. Pierre Grosser, la manière dont les dictateurs font la guerre, parce que là aussi, il y a chez Vladimir Poutine une manière
de faire la guerre. On a parlé de vengeance pour ce qui est intervenu lundi. On a aussi une manière de contourner ces généraux, ou en tout cas d'avoir préparé une guerre avec un personnel qui n'était pas nécessairement militaire. Bref, est-ce que ça vous permet là aussi de dresser des parallèles ? Alors, le problème, c'est qu'on est quand même dans un monde assez différent de celui des années 30 ou de la Seconde Guerre mondiale, avec des mobilisations de millions et des millions de personnes. Et on l'a vu que justement, de mobiliser, j'allais dire un peu à l'ancienne, devenait extrêmement compliqué. D'ailleurs, et je pense que tout le monde se pose des questions, que ce soit en Chine ou en Europe, si on pourrait mobiliser de la même façon. Pourtant, c'est ce que Vladimir Poutine a décidé. Oui, a décidé, mais en Russie. voilà, ce que je vous dis, c'est le résultat. Voilà, c'est qu'on est dans des sociétés qui ne sont pas du tout les mêmes, avec des services militaires qui n'existent pratiquement plus. Et donc, la question de la mobilisation de la population, qui en plus est attachée à un certain confort matériel qui existait moins auparavant. Vous avez aussi... Certaines personnes parlent de paix gériatrique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une population plus âgée et que vous avez qu'un seul enfant, vous avez moins de sacrifier à la guerre que vous avez 3 ou 4. Enfin, je ne vais pas rentrer dans toutes les hypothèses du fait qu'on est quand même dans un monde assez différent. Après, évidemment, du côté allemand, surtout, nazi, italien, tout petit peu moins, et japonais à peu près équivalent, il n'y a pas de limite à la guerre. Donc la guerre totalitaire, c'est une guerre vraiment sans limite. Du côté soviétique, donc pendant les guerres aussi, il n'y a pas eu tellement de limites non plus, et donc une brutalité tout à fait considérable, et surtout un intérêt quand même extrêmement limité pour justement limiter les pertes. D'accord ? Et donc, souvent on dit que c'est les soviétiques qui ont finalement détruit 8/10 de l'armée allemande, ce qui est vrai statistiquement, mais la question c'est évidemment du coût et bien entendu aussi du rôle des alliés sur les questions maritimes, des bombardements aériens, etc., etc. Mais donc, si vous voulez, il y a une tradition quand même russe où il n'y a pas tellement d'économie. Je n'aime pas faire du culturalisme comme ça, mais enfin, il n'y a quand même pas beaucoup d'économie de la vie humaine. Et quand vous rajoutez du totalitarisme stalinien, c'était évidemment particulièrement brutal. Christine Dugouin-Clément, un commentaire. Alors, ce qui est néanmoins vrai, c'est alors déjà, pour l'instant, la mobilisation, elle est partielle. Donc, on voit aussi un petit peu comment réagissent les populations. Et je le disais, il y a souvent en Russie une approche qui est assez ambiguë avec son armée, c'est-à-dire en même temps une très grande fierté et qui est dans la ligne quelque part d'une dialectique de forteresse assiégée qui a été développée pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire que nous sommes menacés par l'extérieur, seul un pouvoir fort du Kremlin, et là qui a été vraiment renforcé sur la deuxième partie du pouvoir Poutine. Donc il y a une certaine forme de glorification. Comme je le disais, on emmène les enfants sur les défilés militaires, voilà. Mais en même temps, on essaye, quand on a les moyens, d'y échapper. Là, c'est ce que l'on a vu avec ce qui a été appelé les refusniks, donc les gens qui ont refusé et qui sont partis. Ce qui sera intéressant de voir, c'est que là, effectivement, on a une certaine peur individuelle d'avoir son fils, son mari, son frère qui partent en Ukraine, alors qu'on voit que c'est un conflit qui se passe mal, où les pertes sont lourdes et où les pertes sont importantes, et de voir quelles conséquences cela pourra avoir. Ce qui n'est pas inintéressant d'un point de vue de structuration militaire et de voir comment ça va réagir, c'est qu'il y a eu énormément d'unités qu'on appelait des unités nominales et ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est-à-dire des volontaires qui ont été engagés, et Moscou avait sorti le chéquier pour que ces gens partent en Ukraine quand ils payaient les salaires promis. C'était souvent des contrats très courts. Là, vu qu'on est rentré dans cette idée de mobilisation, eh bien, les contrats vont être prolongés sine die. Je ne suis pas persuadée que des gens qui, finalement, prenaient un risque pour 4 à 6 mois, avec des sommes assez intéressantes, soient ravis de voir leur contrat déchiré. Il y a eu une pénalisation aussi extrêmement importante, une modification du code pénal faisant rentrer la mobilisation et l'état de guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous n'êtes pas présent dans votre unité, à partir de 10 jours, vous risquez de 5 ans de prison, jusqu'à 10. Les conscrits, donc qui sont normalement dans leur service militaire, eh bien, vont être soumis au même régime que les militaires de carrière. Donc on a un durcissement qui est très fort. Et le deuxième point, c'est que là, on a la deuxième vague de conscription annuelle. Ces gens-là pourront être redéployés sur le territoire de la Russie. Traiter avec le diable, Pierre Grosser, c'est le titre de l'un de vos ouvrages. Il y aura, on peut l'espérer, l'imaginer, des négociations de paix un jour. Est-ce qu'il est envisageable aujourd'hui, par exemple, d'imaginer justement de traiter avec Poutine ? Non.
Là, je pense qu'en ce moment, c'est vraiment extrêmement difficile d'imaginer. Alors, la question, c'est évidemment que on n'est plus habitué à ce type de guerre. On voudrait que ça se termine relativement rapidement. On est en train de mouliner un certain nombre de scénarios pour la chute de Poutine, hein, et donc on ressort 1905, 1917, enfin bon voilà, et même à la limite la guerre en Afghanistan, hein, puisque en gros l'Union soviétique a disparu après, même si c'est pas lié. Mais effectivement, là, on a affaire à de la politique fiction, rien n'étaye ces scénarios. Mais je veux dire, on vit aussi en partie avec cette politique fiction, c'est-à-dire ce qu'on aimerait qu'il se passe. Il y a des critiques qui se sont fait jour à Moscou, ou ailleurs d'ailleurs, de la politique de Poutine qui n'existait pas auparavant. De ce que j'entends de spécialistes, parce qu'il faut vraiment être très, très spécialiste pour regarder comment se fait le jeu politique. On n'a pas l'impression que pour le moment le pouvoir de Poutine soit remis en cause, et on a même des voix. Alors moi je m'en méfie toujours un peu, parce qu'on disait la même chose avec Hitler, que finalement il vaut mieux que ça soit encore Poutine que des gens encore plus durs qui le remplacent. Et ça, c'est dans tous les conflits, un peu ce que l'on dit quand on a un dictateur en face, en imaginant que ça pourrait être encore pire. Mais comme je disais tout à l'heure, la grande question, c'est non seulement évidemment qu'on soit à un moment militaire d'un espèce d'équilibre où plus personne ne puisse imaginer faire la moindre percée, la moindre avancée, d'accord ? Et donc que le coût pour les deux parties, le coût économique, moral, etc., soit particulièrement important, ce qui là aussi, à mon avis, on en est encore loin. Et puis la troisième chose, c'est d'imaginer quel type d'accord pourrait faire, puisque évidemment, ça serait un accord sans victoire, hein, sans victoire totale. Donc ça serait, il faut imaginer que chacune des parties puisse dire qu'elle a à peu près sauvé la face. Et pour le moment, on a du mal à imaginer un accord qui permette aux deux parties aujourd'hui de dire non pas qu'elles ont gagné, mais qu'elles n'ont pas perdu. Parce que quand on voit les différents dossiers, je crois que c'est quelque chose de totalement inimaginable pour le moment. Et donc, le problème, c'est que du coup, c'est les questions militaires qui vont sans doute l'emporter. Merci Pierre Grosser, vous êtes historien, on vous doit notamment traiter avec le diable. Votre livre publié chez Odile Jacob. Merci Christine Dugouin-Clément, vous êtes analyste géopolitique, influence et manipulation en Ukraine, des conflits armés modernes aux guerres économiques. C'est votre livre publié chez VA Éditions. Dans quelques instants, le point sur l'actualité, le 8-45.